Un jour, j'étais âgée, déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » Je pense souvent à cette image, que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes celles qui me plaît de moi-même, celles où je me reconnais, où je m'enchante. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 ans et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois, alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayé, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris par exemple au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connu à 17 ans lors de mon voyage en France ont été impressionnés quand ils m'ont revu 2 ans après, à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages à traits fins, il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit. Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi. C'est le passage d'un bac sur le Mékong. L'image dure pendant toute la traversée du fleuve. J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, monotone. Nous sommes dans la longue zone chaude de la Terre. Pas de printemps, pas de renouveau. Je suis dans une pension d'État à Saïgon. Je dors et je mange là, dans cette pension, mais je vais en classe au dehors, au lycée français. Ma mère, institutrice, veut le secondaire pour sa petite fille. Pour toi, c'est le secondaire qu'il faudra. Ce qui était suffisant pour elle ne l'est plus pour la petite. Le secondaire, et puis une bonne agrégation de mathématiques. J'ai toujours entendu cette rengaine depuis mes premières années d'école. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais échapper à l'agrégation de mathématiques. J'étais heureuse de la faire espérer. J'ai toujours vu ma mère faire chaque jour l'avenir de ses enfants et le sien. Un jour, elle n'a plus été à même d'en faire de grandioses pour ses fils, alors elle en a fait d'autres. Des avenirs de bouts de ficelle, mais de la sorte, eux aussi, ils remplissaient leurs fonctions, ils bouchaient le temps devant soi. Je me souviens des cours de comptabilité pour mon petit frère. De l'école universelle, tous les ans, à tous les niveaux. Il faut rattraper, disait ma mère. Ça durait 3 jours, jamais 4, jamais, jamais. On jetait l'école universelle quand on changeait de poste. On recommençait dans le nouveau. Ma mère a tenu 10 ans. Rien n'y a fait. Le petit frère est devenu un petit comptable à Saïgon. L'école Violet n'existant pas à la colonie, nous lui devons le départ de mon frère aîné pour la France. Pendant quelques années, il est resté en France pour faire l'école Violet. Il ne l'a pas faite. Ma mère ne devait pas être dupe, mais elle n'avait pas le choix. Il fallait séparer ce fils des 2 autres enfants. Pendant quelques années, il n'a plus fait partie de la famille. C'est en son absence que la mère a acheté la concession. Terrible aventure.
mais pour nous, les enfants qui restaient, moins terrible que n'aurait été la présence de l'assassin des enfants de la nuit du chasseur. On m'a souvent dit que c'était le soleil trop fort pendant toute l'enfance, mais je ne l'ai pas cru. On m'a dit aussi que c'était la réflexion dans laquelle la misère plongeait les enfants. Mais non, ce n'est pas ça. Les enfants vieillards de la faim endémique, oui, mais nous non, nous n'avions pas faim. Nous étions des enfants blancs. Nous avions honte, nous vendions nos meubles, mais nous n'avions pas faim. Nous avions un boy et nous mangions, parfois il est vrai, des saloperies, des échassiers, des petits caïmans. Mais ces saloperies étaient cuites par un boy et servies par lui, et parfois aussi nous les refusions. Nous nous permettions ce luxe de ne pas vouloir manger. Non, il est arrivé quelque chose lorsque j'ai eu 18 ans qui a fait que ce visage a eu lieu. Ça devait se passer la nuit. J'avais peur de moi, j'avais peur de Dieu. Quand c'était le jour, j'avais moins peur et moins grave apparaissait la mort. Mais elle ne me quittait pas. Je voulais tuer mon frère aîné. Je voulais le tuer. Arriver à avoir raison de lui une seule fois, et le voir mourir. C'était pour enlever de devant ma mère l'objet de son amour, ce fils. La punir de l'aimer si fort, si mal, et surtout pour sauver mon petit frère. Je le croyais aussi, mon petit frère, mon enfant, de la vie vivante de ce frère aîné posé au-dessus de la sienne, de ce voile noir sur le jour, de cette loi représentée par lui, édictée par lui, un être humain, et qui était une loi animale, et qui à chaque instant de chaque jour de la vie de ce petit frère faisait la peur dans cette vie, peur qui une fois a atteint son cœur et l'a fait mourir. J'ai beaucoup écrit de ces gens de ma famille, mais tandis que je le faisais, ils vivaient encore, la mère et les frères. Et j'ai écrit autour d'eux, autour de ces choses sans aller jusqu'à elles. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre, pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l'on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Ce n'est pas vrai, il n'y avait personne. L'histoire d'une toute petite partie de ma jeunesse, je l'ai plus ou moins écrite déjà. Enfin, je veux dire, de quoi l'apercevoir. Je parle de celle-ci justement, de celle de la traversée du fleuve. Ce que je fais ici est différent et pareil. Avant, j'ai parlé des périodes claires, de celles qui étaient éclairées. Ici, je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j'aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements. J'ai commencé à écrire dans un milieu qui me portait très fort à la pudeur. Écrire, pour eux, était encore moral. Écrire, maintenant, il semblerait que ce ne soit plus rien, bien souvent. Quelquefois je sais cela, que du moment que ce n'est pas, toutes choses confondues, aller à la vanité et au vent, écrire ce n'est rien. Que du moment que ce n'est pas, chaque fois toutes choses confondues en une seule par essence inqualifiable, écrire ce n'est rien que publicité. Mais le plus souvent je n'ai pas d'avis. Je vois que tous les champs sont ouverts, qu'il n'y aurait plus de murs, que l'écrit ne saurait plus où se mettre pour se cacher, se faire, se lire, que son inconvenance fondamentale ne serait plus respectée. Mais je n'y pense pas plus avant. Maintenant, je vois que très jeune, à 18 ans, à 15 ans, j'ai eu ce visage prémonitoire de celui que j'ai attrapé ensuite avec l'alcool, dans l'âge moyen de ma vie. L'alcool a rempli la fonction que Dieu n'a pas eue. Il a eu aussi celle de me tuer, de tuer. Ce visage de l'alcool m'est venu avant l'alcool. L'alcool est venu le confirmer. J'avais en moi la place de ça. Je l'ai su comme les autres, mais curieusement avant l'heure. De même que j'avais en moi la place du désir. J'avais à 15 ans le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. Ce visage se voyait très fort. Même ma mère devait le voir. Mes frères le voyaient. Tout a commencé de cette façon pour moi, par ce visage voyant, exténué, ses yeux cernés en avant sur le temps, l'experiment. 15 ans et demi. C'est la traversée du fleuve. Quand je rentre à Saïgon,
je suis en voyage, surtout quand je prends le car. Et ce matin-là, j'ai pris le car à Sadek, où ma mère dirige l'école des filles. C'est la fin des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allée les passer dans la petite maison de fonction de ma mère. Et ce jour-là, je reviens à Saïgon, au pensionnat. Le car pour indigènes est parti de la place du marché de Sadek. Comme d'habitude, ma mère m'a accompagnée et elle m'a confiée au chauffeur. Toujours, elle me confie au chauffeur des cars de Saïgon, pour le cas d'un accident, d'un incendie, d'un viol, d'une attaque de pirates, d'une panne mortelle du bac. Comme d'habitude, le chauffeur m'a mise près de lui, à l'avant, à la place réservée aux voyageurs blancs. C'est au cours de ce voyage que l'image se serait détachée, qu'elle aurait été enlevée à la Somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu être prise comme une autre, ailleurs, dans d'autres circonstances, mais elle ne l'a pas été. L'objet était trop mince pour la provoquer. Qui aurait pu penser à ça? Elle n'aurait pu être prise que si on avait pu préjuger de l'importance de cet événement dans ma vie, cette traversée du fleuve. Or, tandis que celle-ci s'opérait, on ignorait encore jusqu'à son existence. Dieu seul la connaissait. C'est pourquoi cette image, et il ne pouvait pas en être autrement, elle n'existe pas. Elle a été omise, elle a été oubliée, elle n'a pas été détachée, enlevée à la Somme. C'est à ce manque d'avoir été faite qu'elle doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d'en être justement l'auteur. C'est donc pendant la traversée d'un bras du Mékong, sur le bac qui est entre Villenongue et Sadek, dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la Cochinchine, celle des oiseaux. Je descends du car, je vais au bastingage, je regarde le fleuve. Ma mère me dit quelquefois que jamais de ma vie entière, je ne reverrai des fleuves aussi beaux que ceux-là, aussi grands, aussi sauvages. Le Mékong et ses bras qui descendent vers les océans, ces territoires d'eau qui vont aller disparaître dans les cavités des océans. Dans la platitude, à perte de vue, ces fleuves, ils vont vite, ils versent comme si la terre penchait. Je descends toujours du car quand on arrive sur le bac, la nuit aussi, parce que toujours j'ai peur. J'ai peur que les câbles cèdent, que nous soyons emportés vers la mer. Dans le courant terrible, je regarde le dernier moment de ma vie. Le courant est si fort, il emporterait tout, aussi bien des pierres, une cathédrale, une ville. Il y a une tempête qui souffle à l'intérieur des eaux du fleuve, du vent qui se débat. Je porte une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente. Avant, elle a été une robe de ma mère. Un jour, elle ne l'a plus mise parce qu'elle l'a trouvée trop claire. Elle me l'a donnée. Cette robe est sans manches, très décolletée. Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l'usage. C'est une robe dont je me souviens. Je trouve qu'elle me va bien. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Je ne me souviens pas des chaussures que je portais ces années-là, mais seulement de certaines robes. La plupart du temps, je suis pieds nus en sandales de toile. Je parle du temps qui a précédé le collège de Saïgon. À partir de là, bien sûr, j'ai toujours mis des chaussures. Ce jour-là, je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or. Je ne vois rien d'autre que je pourrais porter ce jour-là. Alors je les porte. Solde soldé que ma mère m'a acheté. Je porte ces lamés or pour aller au lycée. Je vais au lycée en chaussures du soir, ornées de petits motifs en strass. C'est ma volonté. Je ne me supporte qu'avec cette paire de chaussures-là, et encore maintenant, je me veux comme ça. Ces talons hauts sont les premiers de ma vie. Ils sont beaux. Ils ont éclipsé toutes les chaussures qui les ont précédées, celles pour courir et jouer, plates de toile blanche. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite, d'inouï ce jour-là dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme, au bord plat, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir. L'ambiguïté déterminante de l'image, elle est dans ce chapeau. Comment il était arrivé jusqu'à moi, je l'ai oublié. Je ne vois pas qui me l'aurait donné. Je crois que c'est ma mère qui me l'a acheté et sur ma demande.
Seule certitude, c'était un solde soldé. Comment expliquer cet achat? Aucune femme, aucune jeune fille ne porte de feutre d'homme dans cette colonie à cette époque-là. Aucune femme indigène non plus. Voilà ce qui a dû arriver, c'est que j'ai essayé ce feutre pour rire, comme ça, que je me suis regardée dans le miroir du marchand et que j'ai vu, sous le chapeau d'homme, la minceur ingrate de la forme, ce défaut de l'enfance est devenu autre chose. Elle a cessé d'être une donnée brutale, fatale de la nature. Elle est devenue, tout à l'opposé, un choix contrariant de celle-ci, un choix de l'esprit. Soudain, voilà qu'on l'a voulu. Soudain, je me vois comme une autre serait vue au dehors, mise à la disposition de tous, mise à la disposition de tous les regards, mise dans la circulation des villes, des routes, du désir. Je prends le chapeau, je ne m'en sépare plus. J'ai ça, ce chapeau qui me fait tout entière à lui seul. Je ne le quitte plus. Pour les chaussures, ça a dû être un peu pareil, mais après le chapeau. Ils contredisent le chapeau, comme le chapeau contredit le corps chétif. Donc ils sont bons pour moi. Je ne les quitte plus non plus. Je vais partout avec ces chaussures, ce chapeau, dehors, par tous les temps, dans toutes les occasions. Je vais dans la ville. J'ai retrouvé une photographie de mon fils à 20 ans. Il est en Californie avec ses amis Erika et Elisabeth Lenard. Il est maigre, tellement, on dirait un Ougandais blanc lui aussi. Je lui ai trouvé un sourire arrogant, un peu l'air de se moquer. Il se veut donner une image déjettée de jeune vagabond. Il se plaît ainsi, pauvre, avec cette mine de pauvre, cette dégaine de jeune maigre. C'est cette photographie qui est au plus près de celle qui n'a pas été faite de la jeune fille du bac. Celle qui a acheté le chapeau rose à bord plat et au large ruban noir, c'est elle. Cette femme d'une certaine photographie, c'est ma mère. Je la reconnais mieux là que sur des photos plus récentes. C'est la cour d'une maison sur le petit lac de Hanoï. Nous sommes ensemble, elle et nous, ses enfants. J'ai 4 ans. Ma mère est au centre de l'image. Je reconnais bien comme elle se tient mal, comme elle ne sourit pas, comme elle attend que la photo soit finie. À ses traits tirés, à un certain désordre de sa tenue, à la somnolence de son regard, je sais qu'il fait chaud, qu'elle est exténuée, qu'elle s'ennuie. Mais c'est à la façon dont nous sommes habillés, nous, ses enfants, comme des malheureux, que je retrouve un certain état dans lequel ma mère tombait parfois et dont déjà, à l'âge que nous avons sur la photo, nous connaissions les signes avant-coureurs. Cette façon, justement, qu'elle avait tout à coup de ne plus pouvoir nous laver, de ne plus nous habiller, et parfois même de ne plus nous nourrir. Ce grand découragement à vivre, ma mère le traversait chaque jour. Parfois il durait, parfois il disparaissait avec la nuit. J'ai eu cette chance d'avoir une mère désespérée d'un désespoir si pur que même le bonheur de la vie, si vif soit-il, quelquefois, n'arrivait pas à l'en distraire tout à fait. Ce que j'ignorerai toujours, c'est le genre de fait concret qui la faisait chaque jour nous quitter de la sorte. Cette fois-là, peut-être est-ce cette bêtise qu'elle vient de faire, cette maison qu'elle vient d'acheter, celle de la photographie, dont nous n'avions nul besoin, et cela quand mon père est déjà très malade, si près de mourir, à quelques mois. Ou peut-être vient-elle d'apprendre qu'elle est malade à son tour de cette maladie dont lui, il va mourir. Les dates coïncident. Ce que j'ignore comme elle devait l'ignorer, c'est la nature des évidences qui la traversaient et qui faisaient ce découragement lui apparaître. Était-ce la mort de mon père déjà présente, ou celle du jour, la mise en doute de ce mariage, de ce mari, de ses enfants, ou celle plus générale du tout de cet avoir? C'était chaque jour. De cela je suis sûre, ça devait être brutal. À un moment donné de chaque jour, ce désespoir se montrait. Et puis suivait l'impossibilité d'avancer encore, ou le sommeil, ou quelquefois rien, ou quelquefois au contraire les achats de maison, les déménagements, ou quelquefois aussi cette humeur-là, seulement cette humeur, cet accablement, ou quelquefois une reine, tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'on lui offrait, cette maison sur le petit lac, sans raison aucune. Mon père déjà mourant, ou ce chapeau à bord plat, parce que la petite le voulait tant, ou ses chaussures la hors idem, ou rien,
ou dormir, mourir. Je n'avais jamais vu de film avec ces indiennes qui portent ces mêmes chapeaux à bord plat et des tresses par le devant de leur corps. Ce jour-là, j'ai aussi des tresses. Je ne les ai pas relevées comme je le fais d'habitude, mais ce ne sont pas les mêmes. J'ai 2 longues tresses par le devant de mon corps, comme ces femmes du cinéma que je n'ai jamais vues, mais ce sont des tresses d'enfants. Depuis que j'ai le chapeau, pour pouvoir le mettre, je ne relève plus mes cheveux. Depuis quelque temps, je tire fort sur mes cheveux, je les coiffe en arrière. Je voudrais qu'ils soient plats, qu'on les voie moins. Chaque soir, je les peigne et je refais mes nattes avant de me coucher, comme ma mère m'a appris. Mes cheveux sont lourds, souples, douloureux, une masse cuivrée qui m'arrive aux reins. On dit souvent que c'est ce que j'ai de plus beau, et moi, j'entends que ça signifie que je ne suis pas belle. Ces cheveux remarquables, je les ferai couper à 23 ans à Paris, 5 ans après avoir quitté ma mère. J'ai dit couper, il a coupé. Le tout en un seul geste, pour dégrossir le chantier. Le ciseau froid a frôlé la peau du cou. C'est tombé par terre. On m'a demandé si je les voulais, qu'on en ferait un paquet. J'ai dit non. Après, on n'a plus dit que j'avais de beaux cheveux. Je veux dire, on ne l'a plus jamais dit à ce point-là, comme avant on me le disait, avant de les couper. Après, on a plutôt dit « elle a un beau regard ». Le sourire aussi, pas mal. Sur le bac, regardez-moi, je les ai encore. 15 ans et demi. Déjà, je suis fardée. Je mets de la crème Tocalon, j'essaie de cacher les taches de rousseur que j'ai sur le haut des joues, sous les yeux. Par-dessus la crème Tocalon, je mets de la poudre couleur chair, marque Houbigant. Cette poudre est à ma mère qui en met pour aller aux soirées de l'administration générale. Ce jour-là, j'ai aussi du rouge à lèvres, rouge sombre, comme alors, cerise. Je ne sais pas comment je me le suis procuré. C'est peut-être Hélène Lagonelle qui l'a volé à sa mère pour moi, je ne sais plus. Je n'ai pas de parfum. Chez ma mère, c'est l'eau de Cologne et le savon Palmolive. Sur le bac, à côté du car, il y a une grande limousine noire avec un chauffeur en livrée de coton blanc. Oui, c'est la grande auto funèbre de mes livres. C'est la Maurice Léon Bollé. La Lancia noire de l'ambassade de France à Calcutta n'a pas encore fait son entrée dans la littérature. Entre les chauffeurs et les maîtres, il y a encore des vitres à coulisses. Il y a encore des strapontins. C'est encore grand, comme une chambre. Dans la limousine, il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n'est pas un blanc. Il est vêtu à l'européenne. Il porte le costume de tussor clair des banquiers de Saïgon. Il me regarde. J'ai déjà l'habitude qu'on me regarde. On regarde les blanches aux colonies. Et les petites filles blanches de 12 ans aussi. Depuis 3 ans, les blancs aussi me regardent dans les rues. Et les amis de ma mère me demandent, gentiment, de venir goûter chez eux à l'heure où leurs femmes jouent au tennis, au club sportif. Je pourrais me tromper, croire que je suis belle comme les femmes belles, comme les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi je sais que ce n'est pas une question de beauté mais d'autre chose. Par exemple, oui, d'autre chose, par exemple d'esprit. Ce que je veux paraître, je le parais. Belle aussi, si c'est ce que l'on veut que je sois, belle ou jolie. Jolie par exemple pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût, je le sais aussi. Ainsi, en toute conscience, je peux être charmante, même si je suis hantée par la mise à mort de mon frère. Pour la mort, une seule complice, ma mère. Je dis le mot charmant comme on le disait autour de moi, autour des enfants. Je suis avertie, déjà. Je sais quelque chose. Je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles, ni les soins de beauté, ni le prix des onguents, ni la rareté, le prix des atours. Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu'il n'est pas là où les femmes croient. Je regarde les femmes dans les rues de Saïgon, dans les postes de brousse. Il y en a de très belles, de très blanches. Elles prennent un soin extrême de leur beauté ici, surtout dans les postes de brousse. Elles ne font rien.
Elle se garde seulement, elle se garde pour l'Europe, les amants, les vacances en Italie, les longs congés de 6 mois tous les 3 ans lorsqu'elles pourront enfin parler de ce qui se passe ici, de cette existence coloniale si particulière, du service de ces gens, de ces boys si parfaits, de la végétation, des bals, de ces villas blanches, grandes à s'y perdre, où sont logés les fonctionnaires dans les postes éloignés. Elles attendent. Elles s'habillent pour rien. Elles se regardent. Dans l'ombre de ces villas, elles se regardent pour plus tard. Elles croient vivre un roman. Elles ont déjà les longues penderies pleines de robes à ne savoir qu'en faire, collectionnées comme le temps, la longue suite des jours d'attente. Certaines deviennent folles. Certaines sont plaquées pour une jeune domestique qui se tait, plaquée. On entend ce mot les atteindre, le bruit qu'il fait, le bruit de la gifle qu'il donne. Certaines se tuent. Ce manquement des femmes à elles-mêmes par elles-mêmes opéré m'apparaissait toujours comme une erreur. Il n'y avait pas à attirer le désir. Il était dans celle qui le provoquait ou il n'existait pas. Il était déjà là dès le premier regard ou bien il n'avait jamais existé. Il était l'intelligence immédiate du rapport de sexualité ou bien il n'était rien. Cela de même, je l'ai su avant l'expériment. Seule Hélène Lagonelle échappait à la loi de l'erreur, attardée dans l'enfance.